La suite du grand oral de Pierre-Yves Bournazel, député de Paris, candidat à la mairie de Paris avec Zora Habitant, Étienne Liebig et David Dickens. David, c'est à toi. Alors justement, je voulais qu'on revienne sur votre candidature aux prochaines élections à la mairie de Paris. Et je voudrais que vous pointiez pour nous les principaux dysfonctionnements que l'on rencontre dans cette ville et les trois principales réussites majeures de cette ville. Sur les dysfonctionnements, comment les identifiez-vous et comment y remédier? Et pour la réussite, est-ce que vous êtes prêt à vous inscrire dans une filiation des choses qui réussissent, même si elles n'ont pas été entreprises par les gens se représentant de votre grande pensée? Vous savez, moi j'ai toujours été constructif, parce que j'ai voté des projets de Bertrand Delanoë. Je trouvais d'ailleurs que c'est un maire créatif sur certains domaines. Il a inventé le tramway, Vélib, Autolib, lorsque Madame Hidalgo, d'ailleurs, malheureusement, a déconstruit ses réussites comme Vélib et Autolib. Ce que je crois, c'est qu'il faut garder ce que Madame Hidalgo a fait de bien. Il ne faut pas être sectaire dans la vie. Quoi, par exemple? Quand elle fait l'éducation dans les écoles artistiques, notamment sur la musique, eh bien, il faut soutenir, il faut amplifier. Mais je crois que ce qui a manqué dans ce mandat-là, c'est de l'horizontalité. C'est travailler avec les autres. Travailler avec des partenaires. Moi, je veux apaiser les relations avec l'État et avec la région, avec les communes riveraines, parce qu'il faut travailler ensemble à produire de l'efficacité. Il faut travailler avec le monde économique, avec les associations, avec le monde culturel, et les citoyens aussi. Et on a l'impression que Mme Hidalgo a toujours eu raison à tout moment contre tout le monde et parfois contre les faits. Je vais vous donner deux exemples. La propreté des rues, plutôt la saleté des rues. Notre capitale, c'est indigne pour son image et pour son attractivité, mais c'est indigne pour nous, Parisiens, qui vivons parfois dans des quartiers, dans des conditions d'hygiène déplorables. Je veux déconcentrer les pouvoirs aux mairies d'arrondissement, au plus près du terrain, et leur confier la responsabilité du balayage, et notamment du personnel et du matériel. Je souhaite aussi créer une vraie police municipale avec des brigades spécialisées, comme ça existe par exemple à Nice, avec une brigade spécialisée qui luttera contre les contrevenants sur le domaine public et qui salissent nos trottoirs. Des sanctions, il faut verbaliser et sanctionner. Et puis un grand plan d'éducation de respect de l'environnement et du domaine public qui passera par l'école et par les associations. Pourquoi? Parce que moi je suis parisien et je me pose la question, j'ai pas de réponse. Pourquoi la ville est si mal entretenue? Pourquoi il y a autant de nids de poules? Pourquoi les tags ne sont jamais nettoyés? Pourquoi effectivement la ville est sale? Alors je veux bien que on en prend tous notre part de responsabilité. Je pense que les Parisiens sont sales, mais je pense qu'on n'est pas plus sale que les autres. Mais la ville est plus sale que beaucoup d'autres villes à l'étranger et même dans le sud de l'Europe, parce qu'on dit que les sudistes sont plus sales que les nordistes. Pourquoi c'est mal entretenu en fait? Pourquoi il y a des travaux partout qui n'en finissent plus? Alors, pourquoi c'est impraticable? C'est un problème d'organisation? Vous avez une explication? Deuxième point. Après la saleté, les travaux, la désorganisation des travaux à Paris, c'est ubuesque, c'est plus possible. Donc Paris est un chantier à ciel ouvert, moi je veux y remédier. Si je suis maire de Paris l'année prochaine, je nommerai un adjoint ou une adjointe en charge de la voirie qui aura pour mission de réunir chaque semaine l'ensemble des mairies d'arrondissement et de tous les intervenants sur la voirie, d'organiser avec eux la gestion des travaux, c'est-à-dire le calendrier, l'ensemble du calendrier. Je vous donne des exemples. Moi, je n'accepterai pas, comme maire de Paris, qu'on installe des barrières des semaines avant le début des travaux. Je n'accepterai pas qu'on laisse des barrières des semaines après la fin des travaux. Je n'accepterai encore moins qu'une fois que les travaux sont terminés, 6 mois après, alors que tout a été refait, un deuxième intervenant recasse tout. Il faut organiser la gestion des travaux et ça c'est la ville de Paris qui doit le faire avec l'ensemble des intervenants en leur imposant un calendrier pour être efficace dans la gestion évidemment de notre politique publique en faveur d'une voirie apaisée. Alors là vous avez pointé les dysfonctionnements. David Zora voulait j'ai dit ce qui est effrayant, c'est de savoir que tout ça n'est pas organisé de manière très précise. Le début ici, ça s'enchaîne après là, etc. etc. Et vous nous dites qu'il y a carrément des travaux qui sont recassés pour être refaits. Mais voilà, non, mais ça veut dire que, imaginez que ce que vous proposez, normalement, ça devrait être même pas une proposition, ça devrait être normal. C'est pour ça que la ville est endettée. C'est pour ça que la ville est endettée. Autant endettée. C'est pour finir les pistes en tout cas, sur cette mandature de 2014 à 2020. La ville sera probablement endettée à 8 milliards d'euros à la fin de l'année 2020, c'est-à-dire qu'elle aura doublé l'endettement sur une mandature. Et sur une mandature, ça a doublé. L'endettement aura doublé, il était de 4 milliards d'euros en 2014. Je maintiens ces chiffres parce qu'ils sont parfois contestés par les amis de Mme Hidalgo. Ce sont les chiffres de la Chambre régionale des comptes, ce sont les chiffres de son ancienne conseillère budgétaire, dont la note avait fuité d'ailleurs dans le Figaro. Cette trajectoire n'est pas bonne, il faut y remédier, il faudra profondément réformer l'administration parisienne, il faudra privilégier
évidemment la dépense de fonctionnement, c'est-à-dire du personnel sur le terrain, la petite enfance, la propreté, et réformer profondément la technostructure et ne pas remplacer tous les fonctionnaires, notamment dans cette technostructure, qui partiront à la retraite. C'est géré comme l'État. David Dickens, si vous voulez dire un autre, oui, donc, autre chose. Vous avez répondu sur les dysfonctionnements et assez précisément sur la manière dont vous allez y remédier. Sur les réussites maintenant, qu'est-ce que vous pensez par exemple de l'obtention des Jeux Olympiques? Est-ce que c'est une bonne chose? On commence à voir poindre ça et là des polémiques par rapport au coût et comment on va pouvoir récupérer notre investissement sur cet événement. Est-ce que vous vous inscrivez dans ce courant d'idées-là, ou est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voyez qu'on pourrait poursuivre ou développer davantage, qu'on pourrait créditer à des mandatures précédentes? Moi, je suis pour la candidature, et donc maintenant, nous avons obtenu les Jeux de Paris pour 2024. C'est une chance de montrer au monde notre savoir-faire, de promouvoir nos talents. Mais simplement, il faut travailler sur l'héritage, et c'est ce que fait très bien d'ailleurs Tony Estanguet, c'est-à-dire de voir comment on peut développer derrière des écoquartiers, comment on peut mettre les jeunes, notamment et moins jeunes, vers l'accès au sport, luttant contre les formes de discrimination. Donc je m'inscris dans cette continuité. Dans mon livre que je viens de publier, Revoir Paris, je consacre un chapitre sur les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, parce que c'est un enjeu fondamental et que le prochain maire de Paris y sera confronté. Et il faut réussir. Et il faut le faire en ayant la préoccupation évidemment de la question financière qui est essentielle. Et pour ça, il faut tenir les engagements. On nous a dit que ça ne nous coûterait pas trop cher parce que la plupart des infrastructures existaient déjà. Oui, la majorité des infrastructures existent déjà. Il y a la question de la piscine olympique, évidemment, qui était au cœur de cette candidature. Et la question majeure de la candidature, c'est l'héritage. C'est-à-dire comment ça apporte à l'ensemble des citoyens derrière. Ça fait accélérer notamment un certain nombre de procédures pour le Grand Paris Express, et je souhaite qu'on puisse aboutir en 2024 à des Jeux réussis, mais il faut suivre ça de très près. Étienne ? Oui, moi je suis sensible à la question du lien entre Paris et la région parisienne, et notamment la petite ceinture, mais au-delà jusqu'à la 86, là, le Grand Paris. Comment vous avez travaillé là-dessus? Comment vous travaillez sur cette question? Parce qu'on a quand même toujours l'impression que le périphérique reste une frontière symbolique très forte. Alors à part Montreuil un petit peu qui ressemble au 19e ou au 20e, mais sinon on a vraiment cette impression-là. Est-ce qu'il y a un travail là-dessus? Bien sûr, moi j'ai monté dans mes groupes de travail un groupe spécifique sur le Grand Paris. Je travaille avec des architectes, avec des associations de citoyens qui s'intéressent sur ce sujet, des urbanistes, mais aussi je suis en train de rencontrer un certain nombre de maires des communes riveraines pour établir des relations de confiance, de voir les coopérations et mutualisations possibles de nos politiques publiques. Par exemple, si nous avons une infrastructure qui est efficace, une piscine à Paris, bien il faut que les gens qui habitent de l'autre côté du périphérique puissent l'utiliser, mais vice-versa, il faut absolument que les Parisiens puissent bénéficier d'infrastructures qui existent à Neuilly, à Montrouge, à Levallois ou ailleurs. Il faut davantage coopérer et mutualiser les moyens. Mais il faut aussi qu'on soit en capacité de dire que Paris est une petite ville, très dense, la capitale la plus dense d'Europe, 105 km², 87 km² si on enlève les deux bois. Et que donc, c'est pas à l'intérieur du périphérique qu'on va amener toutes les solutions, notamment sur les problèmes du logement. C'est à l'échelle du Grand Paris. Et c'est là qu'on va pouvoir lancer de nouveaux projets et construire notamment auprès des gares du Grand Paris Express à l'extérieur de Paris. C'est ça qui est le problème, c'est qu'on voit bien qu'effectivement, Paris, c'est le Grand Paris. Il faudrait donc un maire du Grand Paris, comme il y a un maire du Grand Londres. Il n'y a pas un maire du Petit Londres et un maire du Grand Londres. C'est la même personne. On ne sait pas qui est vous savez qui est à la tête de la métropole? Bon, personne ne le sait. On sait que ça coûte un pognon dingue. C'est Monsieur Ollier. Mais Monsieur Ollier, il n'a pas été élu directement, donc personne ne s'est prononcé et il prend des mesures importantes. Il y a un vrai problème démocratique, sincèrement. C'est-à-dire qu'on voit bien que quand on est maire de Paris, on ne peut pas décider de tout, même si Anne Hidalgo donne l'impression qu'elle peut décider de tout, mais non, c'est pas possible. Il y a des mesures qui sont prises par des gens qui finalement n'ont pas de compte à rendre directement à leurs électeurs. C'est un vrai souci. Est-ce que vous ne serez pas pour qu'il y ait un maire du Grand Paris comme il y a un maire du Grand Londres? Parce que vous-même, vous dites que Paris, c'est petit. Tout à fait. Je crois qu'il faudra y venir. Simplement, il faut une volonté nationale, puisqu'il faut des modifications législatives. Mais si demain, je suis maire de Paris, je saurai travailler avec les maires des communes riveraines et de la métropole pour qu'ensemble, nous puissions aussi élaborer un schéma que nous pourrions proposer à l'État pour avancer beaucoup plus vite. Parce qu'effectivement, en matière de lutte contre les pollutions, d'attractivité économique,
publique ou en matière de logement et d'urbanisme, il faut travailler ensemble. Alors justement là, on parle de logement. Donc moi, je suis donc parisien, j'adore ma ville. J'ai la chance de vivre dans un quartier qui est très agréable. C'est pas le cas de tout le monde. Et notamment, enfin, je suis en contact avec l'association Entourage, que vous connaissez probablement, qui soutient les mal logés et les sans-abri dans Paris. Je les salue parce qu'ils nous regardent. Je sais qu'ils nous regardent là maintenant. Et moi, ce qui me fera prendre une décision, c'est véritablement l'engagement sur des points concrets en faveur des mal logés et des sans-abri. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont vos leviers, quels sont et même vos aspirations et vos projets en faveur de cette communauté spécifique qui fait que c'est difficile d'être décemment heureux dans Paris quand vous descendez de chez vous et que tous les 15, 20, 30 mètres, vous avez quelqu'un qui est sur le trottoir et qu'on ne voit plus? C'est vrai que nous avons vu ces dernières années à vue d'œil se multiplier la présence de personnes sans domicile fixe, que ce soit des sans-abri, j'allais dire, entre guillemets, classiques, même si à l'intérieur, vous avez des profils très différents. Et puis, il y a les migrants, il y a les réfugiés, il y a des Roms, enfin, c'est protéiforme. Et il faut, je crois, être en mesure de soutenir les associations qui font un formidable travail et de travailler donc avec elles à créer des petites unités. Parce que plus on a des petites unités, plus on peut spécialiser ces unités. On ne va pas mélanger parfois, selon les publics, les hommes, les femmes, les générations, les profils, les origines, etc., ou le degré des désociabilisations. Et donc il est très important de créer des petites unités qui s'intègrent mieux dans les quartiers et progressivement de sortir de la rue. C'est ça l'idée, c'est de sortir dans la rue, retrouver un toit, retrouver un logement, une dignité et reformer ces personnes vers le marché de l'emploi. Et les associations, vous avez cité, mais des associations comme Emmaüs font aussi un formidable travail. J'avais vu ce qu'ils ont fait notamment dans le 19e arrondissement, de permettre de reprendre un peu de travail, 2 heures par semaine, puis 4 heures, puis 8 heures, puis 10 heures, et de se réintégrer, de se resociabiliser. Mais c'est très compliqué parce qu'il faut en fait travailler personne par personne, car chaque cas est différent. Chaque déclassement social est dû à des raisons très différentes. Moi, j'ai fait plusieurs maraudes et je me suis rendu compte que c'était un boulot considérable, parce qu'on ne peut pas dire il y a qu'un faucon pour tout le monde, parce qu'en réalité, vous avez des personnes qui sont sorties... Mais ce qui relève de votre responsabilité, c'est la construction de plus de logements sociaux, le respect du quota de logements sociaux dans certaines communes, tout à fait, mais même je pense qu'il y a de l'hébergement d'urgence aussi, pour sortir de la rue ces personnes-là. Et pour les sortir de la rue, je pense qu'il faut des petites unités. J'insiste beaucoup là-dessus, parce qu'elles sont mieux intégrées dans les quartiers, sont mieux acceptées par les populations, et en plus, les personnes qui sont dans la rue acceptent plus facilement d'y aller. Alors, par exemple, moi je connais une sans domicile fixe à Jules Geoffrin qui est resté pendant des années dans la rue. On l'a aidé, on l'a amené au centre d'action sociale, et puis finalement à chaque fois qu'on lui proposait quelque chose, ça ne l'intéressait pas, et je n'ai pas à la juger parce que c'était pas adapté à sa situation de femme, de son âge et de ce qu'elle souhaitait. Et donc je le dis, c'est vraiment au cas par cas et c'est vraiment difficile. Donc plus on va vers la petite unité, plus on a de chances de remettre le pied à l'étrier à beaucoup de nos concitoyens ou de personnes qui vivent dans la rue dans des conditions indécentes. 2 questions concernant l'actualité. Nathalie Loiseau était sur une liste d'extrême droite lorsqu'elle était étudiante. Ça vous choque ? Alors j'ai écouté ce qu'a dit Nathalie Loiseau. Elle dit que c'était un engagement gaulliste et d'union des droites. Moi je n'ai pas jugé, ça date de plus de 30 ans. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est les idées qu'elle défend. Et les idées qu'elle défend, ce ne sont pas les idées d'extrême droite, ce sont des idées clairement social-libérales, pro-européennes, qui sont tout le contraire de l'extrême droite. À elle de donner son explication. Donc vous voterez Nathalie Loiseau ? Je voterai pour la liste centrale, oui, de Nathalie Loiseau, parce que je pense qu'elle est la plus conforme à mon idéal européen. Je ne trouve pas beaucoup de clarté dans les autres listes. Et puis, deuxième question, ça concerne Paris, et pas seulement les gilets jaunes, tous les samedis à Paris, avec malheureusement souvent des dégradations, des violences. Alors là, c'est surtout le quartier République Bastille qui a été concerné. Les Champs-Élysées, c'est interdit. Est-ce qu'il ne faut pas interdire tout Paris, en fait ? Il y a les gilets jaunes. Moi, je respecte les revendications sur le pouvoir d'achat. Il y a des réponses qui ont été amenées. D'autres réponses vont devoir être amenées, c'est important. Mais de l'autre côté, il y a des casseurs. Et moi, je n'accepte pas qu'on puisse piller, casser Paris comme ça a été fait. Il faut être extrêmement sévère vis-à-vis de tous ces pilleurs. Ce sont des gens qui veulent mettre le pays à feu et à sang. Il faut savoir les identifier. Il faut les interdire de manifestations, comme on l'a fait pour les hooligans dans les stades de sport. Vous voyez bien qu'on n'y parvient pas. Vous voyez bien qu'on est confronté à un manque de solutions politiques et même de solutions juridiques. Et c'est la raison pour laquelle ça dure depuis 5 mois. Bien sûr. Donc je veux bien vous entendre dire il faudrait ou on devrait. Mais le problème est là. Et l'enjeu de jeudi soir, c'est de pouvoir apporter des solutions politiques là où on sait qu'elles ne résoudront pas les problèmes. C'est pour ça que moi je fais des propositions. Je ne suis malheureusement, ou heureusement, ni l'État, ni le préfet de police, ni la ville de Paris. Mais moi je souhaite effectivement qu'on puisse
mieux identifier ces personnes-là, les sortir et les interdire de manifestations, parce qu'elles sont identifiées, parce qu'on sait qu'elles cassent. Et si elles viennent aux manifestations, eh bien qu'elles soient arrêtées, déférées devant la justice et condamnées. J'ai une dernière question. Qu'est-ce qui vous distingue de En Marche dans Paris ? Je l'ai dit tout à l'heure, moi, il y a des candidats tout à fait estimables avec qui je peux bien m'entendre. Vous avez cité des candidats LR, Rachida Dati, des candidats marcheurs, Benjamin Griveaux, Mounir Majoubi, Granson ou même Gaspard Ganzer. Qu'est-ce qui va vous distinguer de En Marche ? Je pense que ma singularité, c'est mon ancrage sur le terrain, dans le 18e, ma compétence sur les dossiers, ma connaissance de la vie quotidienne. J'ai un peu le profil que Bertrand Delanoë avait avant 2001. Face à Jack Lang ou à Philippe Seguin, on a cru que c'était les ténors qui allaient l'emporter, mais souvent, on élit maire de Paris, celui ou celle qui connaît le mieux la ville et qui est profondément engagé sincèrement et authentiquement. Il y a Benjamin Griveaux, il y a Mounir Majoubi, il y a des à eux de tas faire gens leur promotion. Vous êtes à eux de faire leur promotion. Mais moi, j'ai une singularité qui me semble importante pour la future mandature. Merci Pierre-Yves Bournazel, député de Paris, candidat à la mairie de Paris. Allez, on enchaîne avec les GG et vous. RMC, les grandes gueules, les GG et vous. Ali est avec nous. Ali, il est chauffeur du côté d'Ivry. La bataille, c'est dans l'Eure, c'est ça, Ali? Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour les grands. Bonjour Ali. Vous voulez interpeller David Dickens à propos de notre discussion concernant la haine anti-policière qui peut s'exprimer ici ou là. On réécoute David. À un moment, je trouve quand même assez grave que l'outrage en France ne soit pas puni à la hauteur des actes commis. À un moment, il faut comprendre que quand on s'en prend aux forces de l'ordre, là, il s'agit d'incitation à la haine, mais quand on s'en prend physiquement aux forces de l'ordre, on est passible de poursuite, c'est notre droit. Voilà, on parlait bien sûr des tags qu'on a retrouvés écrits sur la façade de cette gendarmerie. Ali. Oui, alors, moi, je voulais dire bonjour à tout le monde, là. Bonjour Ali. En particulier. Bonjour Ali. En fait, j'ai cru comprendre que vous viviez dans un quartier très agréable. On va finir par le savoir, parce que, apparemment, les Gilets jaunes, quand ils manifent à Paris, ils vous dérangent beaucoup. Et apparemment. Moi, oui. Oui, apparemment, donc je vous laisse libre de vos opinions et de vos propos. Alors, on peut me laisser parler quelques minutes. Je ne vais pas avoir toute la journée, moi, comme vous, j'ai pas 3 heures. Est-ce qu'on pourrait me laisser parler sans me couper, s'il vous plaît? Donc, je voulais dire que vous vivez non, si vous m'insultez, je vous couperai, monsieur. Voilà, tu as été insulté, là. Alors, je vois ce que... Alors, allez-y, Ali. Ah, ben, si on me coupe, je peux pas parler, il faut savoir, là. D'accord, je peux parler. Donc, j'ai cru comprendre que vous viviez dans un quartier très calme, on imagine bien où. C'est pas la chance de tout le monde. Moi, ça me rappelle un discours de Malcolm X sur le nègre de Méjean et le nègre des champs. Et je me demande vraiment où vous vous situez. Tu vois ? Parce que, oui, laissez-moi continuer, parce que vous ne comprenez pas l'exaspération des Gilets jaunes. Vous êtes offusqués, ça vous scandalise, et là, alors, il y a des énergumènes qui ont scandalisé. Donnez-moi un exemple. Suicidez-vous. Donnez-moi un exemple. Quand j'étais offusqué par les Gilets jaunes et pas par les casseurs. Non, étayez ce que vous dites, monsieur. Étayez ce que vous dites. Écoutez-moi bien. Quand les gens disent suicidez-vous, faut pas le prendre au premier degré. Ah bon? Vous n'avez pas à m'expliquer comment je dois prendre les insultes et les injonctions. On est nasté pendant 6 heures, voire 8 heures. On peut même pas aller aux toilettes. On peut pas boire un coup. On peut rien faire du tout. Vous voulez sortir. Vous allez à n'importe quel endroit de la manif. Vous pouvez pas sortir. On vous bloque. Vous êtes gazé, tabassé. Et pourtant, vous y allez tous les samedis? Non, j'ai pas le temps, monsieur. Je travaille, moi, monsieur. J'ai un vrai travail. Alors, comment savez-vous que vous êtes gazé, alors, si vous y allez pas? Non, mais écoutez, j'ai beaucoup participé à des manifs. Actuellement, je ne peux pas y aller. D'accord? Non, mais quel est le rapport avec les tags? Ali, quel est le rapport avec les tags? Vous êtes en train de me dire parce qu'ils sont fatigués, vous n'avez pas le temps d'aller pisser, vous pouvez pas sortir des manifestations. On a le droit de dire que des flics doivent se suicider. C'est ça que vous êtes en train de me dire? Vous êtes un champion pour couper la parole. Vous présentez bien. Je vous donne l'opportunité de m'expliquer. Je ne vous comprends pas. Expliquez-moi. D'accord. Eh bien, quand je vous dis que les gilets jaunes ou les black blocs vous disent suicidez-vous, faut pas le prendre au premier degré. C'est des personnes qui sont bloquées pendant 6 ou 8 heures, ne peuvent pas sortir, sont gazées. Pour certains, assistent à des violences policières. Alors, bien sûr, à un moment, les gens, ils pètent les plombs. Ils disent des trucs ignobles. Je suis d'accord avec vous. Suicidez-vous. Mais faut pas le prendre au premier degré, monsieur. Donc, moi, je vais vous dire, monsieur Ali, que quand les policiers, depuis 5 mois, sont tous les week-ends mobilisés, ils sont fatigués. Ils ne peuvent pas sortir, ils ne voient pas leur famille. Donc je suis désolé, si vous voulez aller sur ce terrain-là, moi j'estime que vos tags ne justifient pas la fatigue des manifestants et la fatigue des policiers est à prendre en compte aussi si pour
vous, c'est un critère, ok? Ensuite, vous dites, oui, je défends, j'accuse ou j'attaque les gilets jaunes. Non, pardonnez-moi, c'est vous là qui faites l'amalgame entre les casseurs et les gilets jaunes. On n'arrête pas de nous dire à longueur de journée que ceux qui font les quenelles, que ceux qui commettent les actes antisémites, que ceux qui insultent, que ceux qui cassent ne sont pas des gilets jaunes. Donc par pitié, ne faites pas d'amalgame. Moi, ce que je dénonce depuis le début, ce sont les casseurs. Si pour vous, ce sont les mêmes, c'est votre problème, ok? Et quant à mon quartier, effectivement, vous permettez que j'ai le droit d'exprimer, puisque les GG, c'est cela, on doit exprimer une opinion et on doit l'illustrer par notre expérience personnelle. Donc effectivement, il y a eu notamment une voiture qui a brûlé en bas de chez moi. Donc j'ai dit qu'effectivement, dans mon quartier, une voiture a brûlé en bas de chez moi. Voilà la réponse de David. Merci. Ali. Bonne journée. La suite des GG, vous. RMC, 9h midi, les grandes gueules.